Rebonjour à tous et à toutes. Je vais recommencer par le petit préambule pour vous expliquer donc la façon de poser des questions, s'il y en a qui n'étaient pas dans la salle ce matin. Donc avant de passer à une belle après-midi faite de 2 conférences et une table ronde. Donc le congrès est interactif, vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire soit du QR code, soit donc de l'adresse que vous pouvez mettre dans votre navigateur. Vous choisissez chat, vous appuyez sur le plus, vous tapez votre question, je le redis, pas plus de 3 lignes par question, sinon on ne peut pas les sélectionner, et vous validez sur la flèche. N'oubliez pas de liker les questions qui vous semblent intéressantes, ça nous permet, nous aussi, de voir un peu l'intérêt des questions qui ressort. Donc nous allons maintenant démarrer cet après-midi par une première conférence, une conférence sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, mais il ne faut pas l'oublier aussi, dans celui de la pharmacie. Et je pense que l'intelligence artificielle va y prendre une place de plus en plus importante et il faut s'y préparer. Pour en parler, nous allons recevoir aujourd'hui un binôme fait de David Gruson. Alors, il va intervenir en visio. J'espère que la technique va suivre. Donc, bonjour à tous. Parfait, super. Donc, David Gruson, qui interviendra en visio. David est spécialiste de l'intelligence artificielle, membre de la chaire Santé Sciences Po. Il interviendra sur les cas d'usage de l'IA en pharmacie et les effets à attendre sur la transformation du système de santé. Dans une deuxième partie, Sarah Amrani, qui me rejoindra juste après, est responsable à la garantie humaine éthique IA et présentera le cadre juridique du règlement européen sur l'intelligence artificielle et les modèles de garantie humaine associés. À la fin de leur présentation, Sarah et David pourront répondre aux questions que vous aurez posées par l'intermédiaire du chat. Sarah, je vous invite à me rejoindre et je vais vous laisser la parole. Bonjour à tous. Et je vais commencer peut-être par te laisser te présenter, Sarah. Oui, merci David. Bonjour à tous. Donc, Sarah Amrani, donc, ça a été dit, je suis responsable de projet garantie humaine au sein d'Ethikia. Donc, ça ne parle pas à tout le monde, mais donc, on travaille sur la régulation de l'IA en santé et sur donc, ce principe de garantie humaine, de supervision humaine de l'IA. Et donc, moi, je suis juriste de formation spécialisée en droit du numérique. Spécialisée en régulation algorithmique dans l'écosystème de Nice Sophia Antipolis. Donc moi, je vais présenter cette première partie en remerciant Cécile Michelet de la qualité de la préparation de cette session, en remerciant Philippe Bessé, que je connais depuis un certain nombre d'années, de son invitation, et en vous priant de m'excuser de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui. Et j'ai le seul mot d'excuse qui vaille, c'est que c'est l'audition de piano de ma petite fille. Et que je me serais pris une double paire de neufs si j'avais pas pu l'écouter tout à l'heure. Donc je voulais vous dire que nous allons partager en fait avec vous une question sur l'IA dans le domaine de la pharmacie, avec une conviction qui est celle que la pharmacie et l'officine sont au cœur de la révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avec dans ce dispositif en réalité un moment tout un peu particulier, qui est un moment de percée technologique. Vous le mesurez, vous le vivez dans votre vie de tous les jours avec la diffusion d'objets comme GPT, des grands modèles de langage qui se diffusent dans notre pratique quotidienne, et avec en réalité la pharmacie et l'officine, qui
sont au cœur de la révolution de l'IA. Et à vrai dire, le fait que vous soyez, comme pharmacien en général, comme pharmacien en officine en particulier, au cœur de cette révolution n'est pas étonnant parce que vous êtes de plus en plus centraux dans le système de santé. C'est un mouvement qui s'est amplifié ces dernières années. Moi, je n'en avais vu que les préliminaires il y a 10 ans quand j'étais conseiller santé à Matignon et puis directeur de la Fédération des hôpitaux. Le mouvement s'est amplifié. Il faut rendre hommage à votre rôle pendant la crise sanitaire, mais aussi à votre rôle au quotidien. Et la diffusion de l'IA va sans doute être un adjuvant encore au développement de vos pratiques. Parce que Sarah l'a dit, elle en est l'experte, elle va vous présenter ce cadre en deuxième partie de notre propos. La notion que nous avons portée depuis 2017 avec Ethikia pour diffuser l'intelligence artificielle, c'est la notion de garantie humaine. Il faut garder les professionnels de santé, les représentants de patients au cœur du dispositif et c'est maintenant une réalité du règlement européen sur l'IA qui va s'appliquer à toute une série de systèmes d'IA et aux systèmes d'IA dans le champ de la santé. Donc, on est dans un moment où il faut pouvoir s'appuyer pour créer la confiance dans l'IA sur les professionnels de santé pour aussi répondre à une véritable, c'est la diapo d'après, révolution des cas d'usage de l'IA. Alors peut-être un petit mot sur ce point pour vous dire que en fait ce que nous vivons et ce que nous constatons sur le terrain, parce qu'on opère par exemple avec Ethikia, le marché national d'accompagnement à l'IA des hôpitaux avec la NFH, on travaille également dans le domaine de l'oncologie, on a eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises sur des sujets plus spécifiques en pharmacie. Il y a une percée technologique depuis 2023 qui est celle de l'IA générative. Alors peut-être un petit mot pour tous ceux qui sont pas familiers de cette question. On va, là, avec Sarah, se focaliser sur ce qu'on pourrait appeler l'IA stricto sensu, c'est-à-dire des systèmes mathématiques informatiques qui vont recommander des décisions ou proposer des décisions. C'est la définition classique d'Alan Turing et Marvin Minsky, des programmes qui vont se substituer à tout ou partie d'éléments de décision humaine. Et vous comprenez que dans cette IA stricto sensu, elle est connexe, mais distincte de la robotique en tant que telle, et qu'en santé, vous avez des domaines de robotique qui incorporent de l'IA. C'est vrai en biologie, avec les chaînes d'automates de laboratoire qui connaissent une nouvelle évolution de leurs procédés algorithmiques. C'est vrai aussi en pharmacie, avec les grandes armoires qui vont aller individualiser de manière robotisée des doses de médicaments pour les pharmaciens et des patients. Et puis, vous avez d'autres domaines en santé qui incorporent de la robotique, mais n'incorporent pas ou peu de systèmes algorithmiques. Et ça, c'est le domaine de la chirurgie, où la robotique va étendre le geste du chirurgien, notamment en urologie, mais c'est à chaque fois l'humain qui va être au centre de ce dispositif. Donc, l'IA stricto sensu sur laquelle on va plutôt se focaliser, il y en a de plusieurs natures. L'IA statique, c'est celle qui va toujours vous donner la même réponse, quelles que soient les données que vous lui fournissez. Et puis, il y a en catégorie large l'IA évolutive, l'IA d'apprentissage machine, de machine learning, qui va produire une meilleure version d'elle-même, plus on lui fournit des données pour entraîner son modèle algorithmique. Donc, dans ce grand mouvement vers l'IA évolutive, il y a une percée technologique depuis 2023, c'est l'apparition de l'IA générative. L'IA qui va elle-même être capable de produire des contenus sous forme de texte, sous forme d'image, sous forme de vidéo, de traiter massivement des documents. Et cette IA générative, elle se diffuse dans toute une série de fonctions, comme les fonctions d'éditorialisation, de publication de contenu, les fonctions RH, financières. Elle se diffuse aussi dans le système, et j'y reviendrai, de santé tout à l'heure, et avec des cas d'usage sur les fonctions, vous voyez, qui sont à la limite de la fonction soignante en tant que telle et de la fonction support. On peut notamment penser qu'il y a un champ tout à fait majeur sur le déploiement de systèmes d'IA générative de lutte contre la fraude en pharmacie, notamment sur l'identification des fausses prescriptions. Et là, on a maintenant les outils technologiques pour pouvoir avancer. Je sais que ça peut être, par exemple, un des sujets conventionnels que vous voudriez aborder. La convention médicale, d'ailleurs, qui vient d'être signée, incorpore des développements potentiels sur le sujet de l'IA. Donc, je reviendrai sur l'IA générative, mais néanmoins, à court terme, ce que cette percée de l'IA générative génère, c'est qu'elle, d'une certaine manière, débloque les esprits sur des cas d'usage de la génération d'avant, avec une diffusion de toute une série d'outils qui ne se substituent pas
à la pratique professionnelle, qui vont au contraire consolider les professions soignantes au sens large. Ça, c'est ce que nous avions montré en 2019 dans une étude pour l'Institut Montaigne. Et je crois que le pharmacien va devenir de plus en plus central dans ce système et que l'IA va encore élargir et faciliter, accélérer l'élargissement de vos fonctions. On peut aller sur la diapo d'après pour vous dire que, en fait, la pharmacie, elle est nodale pour le développement de l'IA avec à plusieurs éléments. Vous avez de l'IA de diagnostic qui va, en fait, va vous positionner, je vous en donnerai quelques exemples à terme, comme lieu d'accès en confiance à des algorithmes médicaux, principalement à partir de reconnaissance d'images. Il y a besoin d'un professionnel de santé permettant de rendre accessibles ces outils qui pourront être utilisés sous contrôle du spécialiste. L'IA est aussi majeure en pharmacie pour tout ce qui concerne la conception de médicaments, avec une vraie révolution qui est celle des essais cliniques virtuels, ce qu'on appelle les essais cliniques in silico, les procédés de jumeaux numériques. Et je vous renvoie au livre blanc sur les données artificielles que nous avons travaillé avec Jean-Louis Frey. Sarah en était la rédactrice pour Ethikia. Une modélisation numérique de ces premières phases d'innovation thérapeutique qui accélère et révolutionne le métier de pharmacie, notamment sur le terrain industriel. Et puis, l'IA de back-office, l'IA de gestion des fonctions support, notamment sur la chaîne logistique, la chaîne d'approvisionnement et ce sujet de lutte contre la fraude sur les prescriptions que je viens de mentionner. Je peux aller sur la diapo d'après, Sarah, pour vous dire que plus spécifiquement en pharmacie, vous avez également des algorithmes cœur de métier sur l'aide à la gestion de la fonction de pharmacovigilance, avec des systèmes d'IA qui vont aider à repérer les phénomènes de iatrogénie, à repérer les dispositifs de pharmacovigilance, à aider à développer la pharmacie clinique avec une série de systèmes algorithmiques. On en a vu un en garantie humaine en 2022, qui est PharmaClass de KinTurtle. Il y a un programme qui commence avec Pharmia, qui est aussi une autre solution, des objets également portés par un acteur comme Synapse. Donc, vous avez un écosystème d'IA en pharmacie centré sur ces gestions des phénomènes d'interaction médicamenteuse, de pharmacovigilance, et qui fait partie des domaines aujourd'hui les plus matures opérationnellement de l'IA en santé. Tu peux avancer. En vous disant que, en fait, là, je voudrais étayer ça peut-être par quelques exemples plus concrets. C'est qu'à terme, sans doute, mais quand je dis à terme, c'est vu l'espace-temps en IA, sans doute quelques mois, peut-être un an, 18 mois, il y aura une demande d'accès à des algorithmes d'aide au diagnostic à travers l'officine. Vous voyez par exemple en ophtalmologie quelques exemples de systèmes de reconnaissance d'images, d'aide à la détection des phénomènes d'urgence rétinienne. Tu peux aller sur la diapo d'après, qui vous donne une synthèse de ces systèmes de reconnaissance d'images qui, aujourd'hui, l'apprentissage machine par reconnaissance d'images, c'est le dispositif le plus mûr en IA dans les champs de la dermato, de l'ophtalmo, de la radiologie. Donc voilà, quelques exemples en panorama plus général. Tu peux aller sur la slide d'après. Je ne vais pas les détailler, mais vous voyez un algo là ici, par exemple, d'interprétation de clichés de fond d'œil sur la rétinopathie du diabète, le glaucome, qui après peut permettre de faire du pilotage pour aller préparer des éléments de chirurgie de cataracte ou alors derrière accompagner le parcours du patient diabétique. On sait que c'est un des domaines dans lesquels les officines sont sollicitées, par exemple, pour aller ramener les stylos pour les patients diabétiques. C'est un sujet dont je discutais avec Novo Nordisk il y a quelques jours pour ne pas le citer, qui est engagé dans une expérimentation de ce type. Et donc, du coup, pourquoi pas aller vers la mise à disposition en officine d'algo de prédiagnostic sur des pathologies comme la rétinopathie du diabète. Tu peux avancer avec derrière un contrôle d'ophtalmo qui peut venir derrière. Donc là, vous voyez, d'autres cas d'usage. Alors là, ça se prêtera peut-être un peu moins encore que à l'intervention en officine. On est de plus en plus sollicité pour déployer dans des contextes de pénurie d'accès aux radiologues en présentiel des systèmes d'IA, comme par exemple des systèmes d'IA d'interprétation des mammographies. C'est ce qu'on fait en Aveyron avec un vrai sujet d'élargissement du dépistage du cancer du sein, cancer colorectal, dans la ruralité, dans les territoires sous-denses. Et là, le pharmacien, l'officine, a un rôle, comme le médecin traitant, majeur pour donner accès à ces outils. Tu peux avancer. Là, vous voyez, cas très concrets. On est hors de votre champ, mais je vous donne un exemple de modèle de garantie humaine que Sarah et l'équipe d'Ethikia ont conçu. Donc là, la nuit aux urgences,
système d'interprétation d'images de traumato, où l'image de fracture est interprétée par IA uniquement sous responsabilité de l'urgentiste, sans présence de radiologue à ses côtés, et avec un contrôle de radiologue à distance, en asynchrone entre J+1 et J+2. Donc, vous voyez, on est là en reconnaissance d'image. L'idée à retenir, c'est que le diagnostic de spécialité va se rapprocher du patient avec une pluralité possible de lieux d'accès à cette première approche de diagnostic de spécialité. Tu peux avancer, Sarah. Un mot de dermato pour vous donner l'exemple du Portugal, où là, sur des algos de ce type, c'est l'infirmier libéral qui va aller par smartphone faire une photo, qui va mobiliser un algorithme de détection du mélanome ou du carcinome basocellulaire ou spinocellulaire. Vous voyez, pourquoi pas mettre à disposition des outils de ce type en officine avec un contrôle du dermato en deuxième étape. Tu peux avancer. Par ailleurs, dans le pilotage des parcours patients, la Haute Autorité de Santé a admis au remboursement un certain nombre d'objets. Il faut reconnaître que dans le domaine du pilotage par les données de santé, on est moins avancé en France parce qu'on souffre de cette fracture entre le système d'information de l'assurance maladie, le SNIRAM, la donnée médico-administrative d'un côté, et la donnée clinique en tant que telle, qui reste dans le système d'info en ville des médecins et dans le DPI, et faire la réconciliation des deux. C'est un peu complexe, c'était un des objets du Health Data Hub, mais qui ne bénéficie pas encore de toutes les autorisations globales. Tu peux avancer. Voilà, donc là, je ne vais pas entrer dans ces slides-là pour vous dire que vous avez de toute façon la presse à votre disposition sur l'IA générative, plusieurs types d'objets, de modèles larges de langage. Vous connaissez ChatGPT, là, c'est l'IA qui va générer des contenus. Tu peux avancer pour vous dire que dans ce dispositif, on évolue vers des modèles de plus en plus multimodaux, c'est-à-dire que vous allez poser des questions textuelles et l'IA va produire une pluralité de contenus, des images, des vidéos. Et donc, du coup, on a là des objets qui sont très importants, notamment dans le domaine de l'éditorialisation de contenu. Tu peux avancer, Sarah. Voilà, donc vous aurez ça en fait dans votre fond de dossier, la pluralité des modèles multimodaux, mais je voulais insister sur le rythme de cette innovation et tu peux aller sur les slides d'après. Donc, vous voyez un exemple de production à partir de textes de contenus multimodaux, d'images, de vidéos, faites par ici c'est Midjourney qui est un modèle d'IA génératif. Tu peux avancer. Donc, les potentiels, les cas d'usage de l'IA générative en santé, ils sont nombreux. Vous voyez notamment le cas de la découverte des médicaments et aussi les chatbots médicaux, ces agents conversationnels qui vont venir guider les premières étapes du parcours du patient. Et là aussi, il faudra établir le contrôle d'un professionnel de santé. Et c'est clair que dans la mobilisation de ces outils, le pharmacien a un rôle éminent à jouer. On peut avancer. Là aussi, vous voyez des exemples potentiels, mais sur la slide d'après, va vous montrer que, en fait, aujourd'hui, vous voyez, ce graphe-là est important pour vous montrer le rythme du changement. C'est une photo des modèles désormais matures sur l'IA de synthèse de littérature scientifique en médecine. Et donc, vous voyez ce qu'un objet type IBM Watson n'avait pas été capable de faire il y a quelques années. Maintenant, les modèles LLM savent bien le faire, c'est-à-dire prendre un cône de littérature scientifique et le synthétiser à partir d'une question que vous vous posez sur un médicament, sur une orientation pathologique. Tu peux avancer. Et avec des niveaux de performance donc, qui, vous voyez, se sont considérablement améliorés en un espace-temps très court. Hein. Le développement de l'IA générative en santé, c'est depuis 2023. Tu peux aller sur la slide d'après. Moi, je voulais insister sur ce point-là, qui est que vous le comprenez, en fait, vous l'avez compris, comme utilisateur de ChatGPT, dans ChatGPT, l'importance, c'est moins la réponse que la question. Puisque à chaque fois qu'une question de santé est posée sur un objet de ce type, c'est autant d'exfiltration de données de santé hors du périmètre applicatif du RGPD. Et donc, il y a un vrai enjeu de souveraineté à pouvoir appliquer ces modèles d'IA générative sur le dossier médical. Donc, on a présenté à Santexpo il y a quelques jours le protocole de garantie humaine de Dalvia, qui est le programme d'IA générative de la Poste pour synthétiser le dossier médical. Et donc, vous voyez, on est dans un environnement de souveraineté et qui sera de nature à assurer un contrôle humain et la protection des données de santé sur le territoire national.
Et évidemment, vous êtes, en tant que pharmacien, aux premières loges. Vous avez su, sous l'égide de l'Ordre des pharmaciens, porter le dossier pharmaceutique, être à la pointe de l'innovation numérique. Et là, il y a sans doute une opportunité majeure à appliquer ces modèles d'IA générative au dossier pharmaceutique, au DMP, dans des cadres de confiance pour permettre de synthétiser plus facilement le DP et vous aider dans votre parcours d'accompagnement du patient qui vient se présenter à vous, avec évidemment un cadre de confiance à poser. Sarah vous reparlera de la notion de tiers de confiance en garantie humaine de l'IA, mais là, vous en avez un, puisque le projet de dossier pharmaceutique a été porté par l'Ordre avec vous. Et là, on pense que c'est un champ majeur. L'IA générative appliquée au DP, c'est sans doute un projet pour les prochains mois. En tout cas, l'horizon de temps pour développer ces outils d'IA générative de souveraineté, c'est sans doute pas plus que 18 mois si on veut garder la main sur notre système de santé français. Tu peux avancer. Un petit mot très rapide, hein, en 2 minutes pour te laisser du temps, Sarah, sur la partie AI Act. C'est-à-dire, tu peux aller sur la slide d'après, sur la régulation de l'IA, que sur la partie responsabilité juridique, le terrain est plutôt solide. Les régimes de responsabilité continuent à s'appliquer. L'IA ne les déséquilibre pas. En gros, si le système d'IA que vous utilisez est à l'origine d'un dommage, vous aurez, ou votre assureur aura à prendre en charge ce dommage si c'est le fonctionnement normal du système. En revanche, s'il y a un dysfonctionnement du système, la charge de l'indemnisation va se déporter sur le fabricant en application de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux de 1985, qui s'applique aussi, comme vous le savez, au domaine du médicament. Tu peux aller sur la slide d'après pour dire que cette situation de responsabilité juridique un peu tenue doit quand même faire l'objet d'un modulo, puisque vous avez une situation dans laquelle le concepteur du système d'IA peut échapper à sa responsabilité, même en cas de dysfonctionnement. C'est ce qu'on appelle le risque de développement. C'est un risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Donc là, vous comprenez que si l'IA évolue très vite, eh bien, de manière de plus en plus large, le fabricant pourra échapper à sa responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle la directive sur les produits défectueux dont je parlais est en train d'être actualisée pour y intégrer cette notion de garantie humaine de l'IA dont Sarah vous parlera dans le cadre du règlement européen AI Act et qui sera utilisée aussi pour créer une protection en termes de responsabilité et faire peser une présomption de responsabilité sur le fabricant qui n'aurait pas mis en place un système de contrôle humain effectif, traçable et proportionné. Tu peux avancer. En revanche, vous avez des risques éthiques plus immédiats. Le risque de délégation de décision du professionnel à l'IA, vous voyez, la systématisation d'un comportement un peu de presse-bouton si l'IA vous propose des solutions assises sur un nombre très très large de cas. Délégation également de consentement du patient. Et donc, du coup, pour réguler des risques éthiques de ce type, on a apporté depuis 2017 l'idée de garantie humaine de l'IA. Et je vais maintenant laisser la parole à Sarah dans le quart d'heure qui nous reste pour vous présenter ce décor de la garantie humaine de l'IA et de l'AI Act, qui est le cadre juridique qui va s'appliquer maintenant au recours à l'IA en santé en général, en pharmacie en particulier. Merci David. Donc, effectivement, le principe de garantie humaine est à l'origine un principe éthique qui vient justement de ces problématiques de délégation non pas de compétences dans une moindre mesure, mais surtout de décision à l'intelligence artificielle et à toutes les questions de responsabilité également, puisque David l'a expliqué, on a des régimes de responsabilité donc, qui sont effectivement solides, mais qui ont dû être adaptés dans sur certains points spécifiques à ce nouvel objet qu'est l'intelligence artificielle, qui n'a pas la responsabilité juridique, mais en même temps qui peut évoluer par lui-même et dépasser ce qui avait été envisagé par le concepteur initialement. Donc on avait des reconnaissances notamment dans des travaux éthiques de l'OMS, donc sur l'éthique et la gouvernance de l'IA en santé, dans les travaux du CCNE également, donc là, côté français, et on a eu une disposition spécifique à l'intelligence artificielle, mais plus précisément au traitement algorithmique basé sur des données massives dans la loi de bioéthique, qui implique donc une information à la fois de l'utilisateur, donc du professionnel de santé qui va utiliser ces systèmes pour prendre, pour tout acte en fait, et pour prendre des décisions, et une information du patient également sur le fait que ces données vont faire l'objet d'un traitement algorithmique.
Et donc, la reconnaissance principale, effectivement, c'est ce projet de règlement sur l'IA, puisque la loi de bioéthique est applicable, mais n'est pas associée de sanctions. Donc, ce qui en réduit un petit peu la portée. Et donc, on a ce gros cadre juridique qui arrive avec les actes qui a été adopté le 13 mars dernier et dont la publication au journal officiel va avoir lieu dans les prochains jours. Et donc, cette publication au journal officiel va lancer le calendrier d'entrée en application que je vais développer juste après. Voilà. Donc, ce règlement, donc, quelle est sa portée, sa structure et ses objectifs principaux? Donc, bien sûr, l'objet, c'est de réglementer l'intelligence artificielle donc, dans l'Union européenne, tout en favorisant l'innovation. Donc, c'était l'objet principal. Et ce règlement, en fait, il se base sur, à l'origine, des travaux qui datent de 2018, qui ont été initiés par la Commission et qui sont des travaux éthiques. Donc, les exigences des systèmes d'intelligence artificielle découlent directement d'enjeux et de principes éthiques. Et donc, ce règlement, il a aussi pour objectif de poser une définition de l'IA qui serait harmonisée dans l'UE et de créer des exigences pour les systèmes en fonction de leur niveau de risque. Donc, c'est la pyramide que vous voyez. Et donc, on a 4 niveaux de risque qui vont impliquer différentes obligations, différentes exigences pour les systèmes d'intelligence artificielle. Et la particularité aussi de ce règlement, c'est qu'elle va poser donc une définition de l'intelligence artificielle et la qualifier comme un produit, donc comme le sont le médicament et le dispositif médical, donc qui devra, pour les systèmes à haut risque, obtenir le marquage CE pour pouvoir circuler dans l'Union européenne. Donc sur les 4 niveaux de risque, on a premièrement le risque minime, où là on n'a aucune réglementation particulière, mais là on se place vraiment dans des systèmes avec risque zéro, par exemple tout ce qui est filtre anti-spam, ou alors des systèmes qui sont intégrés dans des jeux vidéo. Ensuite, on a le risque limité, où là, on a des obligations de transparence spécifiques, notamment tout ce qui est chatbot, donc notamment incluant de l'IA générative. Et là, on a des articles spécifiques qui vont s'appliquer et des cas d'usage spécifiques. Donc, par exemple, tout ce qui est deepfake ou tout ce qui est chatbot, en fait, interaction directe avec l'IA. Et le but, c'est que les gens soient conscients qu'ils sont en train d'interagir avec une intelligence artificielle, ou encore d'être conscient qu'un contenu a été généré artificiellement. Ensuite, on a le haut risque, qui est vraiment le gros du texte et qui concerne beaucoup d'applications en santé, où là, on va avoir ce fameux marquage CE et un certain nombre d'exigences et d'obligations qui vont porter à la fois sur le concepteur et à la fois sur l'utilisateur. Et à l'origine, ce texte, il portait beaucoup sur la responsabilité du concepteur. Et du coup, ça a été beaucoup critiqué parce que les systèmes d'IA, en fait, la conformité de ces systèmes et les bons usages et les mésusages dépendent énormément du déploiement et de ce qu'en font les professionnels qui vont les utiliser. Et après, donc, on a le risque inacceptable, où là, on a les pratiques tout simplement interdites au niveau de l'Union. Par exemple, tout ce qui est scoring social, techniques subliminales, donc pour manipuler les comportements, tout ce qui est utilisation sur les personnes vulnérables, etc. Donc ça, c'est la structure globale du texte. Et le but, également, c'est d'organiser cette chaîne de responsabilité qui va se mettre en œuvre quand un système d'IA est mis sur le marché, puisque ça fait intervenir différents opérateurs qui vont porter différentes charges de responsabilité. Donc David l'a un petit peu développé. On a le concepteur, évidemment, en début de chaîne, qui a la charge de développer le système correctement. Les utilisateurs, comme je vous disais, qui ont la responsabilité d'identifier, d'être sensibilisés aux bons usages et aux mésusages. Et tout au bout, on a les personnes concernées, donc les patients. Et ça peut encore se complexifier quand on a de l'IA générative, puisqu'on a des concepteurs qui sont spécialisés en santé, qui vont récupérer des modèles d'IA à usage général et qui vont ce qu'on appelle fine-tuner, donc qui vont les adapter à une spécialité, à une finalité spécifique à la santé. Donc, comme je vous disais, le gros du texte, c'est vraiment ces systèmes à haut risque. Donc là, on va avoir des cas d'usage. En plus de cette pyramide des risques, on va avoir des cas d'usage qui vont être considérés comme étant à haut risque. Et à l'intérieur de ces cas d'usage, on a même une liste en fait, de cas très spécifiques. Donc c'est à gauche de la slide. Donc on a tout ce qui est éducation, formation, tout ce qui est force de l'ordre, migration, contrôle frontières, tout ce qui est RH également. Et donc on va retrouver des systèmes relatifs à la santé. Et à côté de ça, on a tous les dispositifs médicaux qui sont considérés comme étant, lorsqu'ils embarquent de l'IA, des systèmes à haut risque, dès lors qu'ils font l'objet d'une évaluation par un tiers, donc classe 2A et plus. Et donc pour tous ces systèmes à haut risque, on va avoir des exigences qui vont s'appliquer,
qui ressemble beaucoup à celle du dispositif médical, sauf pour deux particulièrement, qui sont la transparence envers les utilisateurs, qui a toujours cette finalité pour le professionnel d'identifier les capacités et les limites du système, et cette notion de contrôle humain, donc de garantie humaine, qui, comme je vous disais, s'applique à la fois au concepteur et qui a évidemment son importance lors du déploiement du système. Et donc, cette notion de capacité et de limite, elle fait référence à la notion de destination. Donc, ça va être un peu le même principe que pour la protection des données personnelles. Chaque système d'IA qui obtiendra le marquage CE qui sera mis sur le marché européen devra avoir une finalité très spécifique et qui peut être aussi précise il peut y en avoir autant que de spécialités. Et d'ailleurs, c'est un règlement multisectoriel, ce qui fait que ça va être très large. Et donc, cette destination, c'est celle-là qui va déterminer la responsabilité et quand est-ce qu'on sort du bon usage, quand est-ce qu'on fait un détournement de finalité, tout simplement, du système, et quand est-ce que le professionnel peut engager sa responsabilité. Et donc, cette destination, elle peut être aussi précise que la solution qui permet de détecter le glaucome, la rétinopathie du diabète et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc, dès lors qu'on sort de ces trois pathologies, on est sur un mésusage, et là, on peut avoir un transfert de responsabilité du concepteur, donc qui sera plus responsable, vers l'utilisateur, donc soit en tant que personne, soit en tant que structure, en fonction des cas. Et donc, je parlais du marquage CE. Donc là, ça va être le même principe que pour les dispositifs médicaux à nouveau. Donc on a la conception, une évaluation de conformité qui va permettre de vérifier que toutes les exigences sont respectées, notamment celle du contrôle humain, donc qui devra être définie par le concepteur, organisée, et elle devra répondre à un certain nombre d'objectifs pour l'utilisateur, donc lui permettre d'identifier ses fameuses capacités et limites, lui permettre de savoir quand reprendre la main sur l'IA, et quand est-ce qu'il puisse savoir aussi quand interrompre le fonctionnement du système. Il y a un certain nombre d'objectifs qui sont listés, et ça devra également être présent dans la notice d'utilisation, qui serait vraiment un document réglementé et assez exhaustif. Et donc ensuite, une fois que cette évaluation de conformité a eu lieu, on obtient le marquage CE, on est mis sur le marché. Et après, ça c'est un exemple des dispositions qui ont dû être adaptées à l'IA, tout ce qui est changement substantiel, qui est assez restrictif par exemple pour les dispositifs médicaux. Donc dès qu'on est sur un micro-changement, ça peut remettre en cause le marquage CE. Et là, on a des systèmes qui sont auto-apprenants, donc qui vont continuer d'apprendre une fois qu'ils ont été mis sur le marché. Donc forcément, cette définition marche moins bien, donc il a fallu l'adapter. Et du coup, ça fait référence à la connaissance scientifique au moment du développement et le fait de lister toutes les évolutions potentielles pour le concepteur. Et dès lors qu'on sortira de ce cadre, on sera sur un changement substantiel. Et donc, en bas de la slide, donc, il y a l'annexe 2, donc tous les actes législatifs d'harmonisation. Et donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir un chaînage entre le marquage CE des dispositifs médicaux et des systèmes d'IA, donc un seul marquage CE, avec un certain nombre de dispositions qui seront couplées et qui permettront de faciliter aussi le déploiement d'EDM qui embarquent de l'IA. Voilà, merci beaucoup Sarah, et je voulais reprendre la main pour la conclusion. Donc vous avez compris que nos messages et que sont principaux sont que l'IA se diffuse à une marche très rapide, que cette vague d'innovation est là, qu'elle a des effets tout à fait majeurs en pharmacie. C'est un tournant pour la santé et la pharmacie en général. Et je sais que c'est un des sujets d'innovation en santé que Philippe Bessé porte depuis un certain nombre d'années. Et le fait que vous ayez inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui de ce congrès de la FSPF, l'intelligence artificielle, fait de vous des pionniers de ce sujet. Il y a aussi un rôle tout à fait majeur pour les représentants de la profession que vous êtes, de jouer ce rôle de tiers de confiance pour assurer la garantie humaine de l'IA, de ces systèmes en pharmacie, et que le cadre juridique que Sarah a présenté non seulement s'y prête, mais va rendre obligatoire ces dispositifs de monitoring dans un an. Donc il faut s'y préparer dès maintenant. Donc merci à vous d'avoir porté cette vague d'innovation à l'ordre du jour de vos travaux, et je vous propose peut-être qu'on se garde les quelques minutes qui nous restent pour échanger avec vous et répondre aux questions que vous soulevez. Alors, je vois la question du dessous. Peut-on utiliser l'IA dans le cadre de la télémédecine? Il y a peu de médecins qui sont disponibles.
et des télécabines de plus en plus présentes dans les officines. Alors oui, et effectivement, le temps manquait pour rentrer dans tous les détails, mais vous voyez des systèmes de ce type dont je vous parlais sur, par exemple, l'accès à des protocoles amont d'interprétation de clichés de fond d'œil de dermato pourrait très bien se faire en officine. Alors, la question du type de vecteur pour faire ça, est-ce qu'il faudra une cabine? Ça, pour être honnête, j'y crois de moins en moins, puisque la plupart de ces objets sont portés par smartphone, mais avec un contrôle de spécialiste à distance. Donc, on pourra avoir peut-être demain des zones d'accessibilité en officine de ces systèmes d'IA, mais toujours sous contrôle du spécialiste. Je voyais la deuxième question, est-ce qu'on échange avec l'ordre des pharmaciens? La réponse est oui. J'avais eu l'occasion d'intervenir il y a quelques semaines pour eux, et on avait eu ces discussions sur l'IA générative et son potentiel possible d'application sur le dossier pharmaceutique. C'est un sujet dont j'espère les acteurs de la profession pourront et voudront s'emparer, de la même manière que celui que je mentionnais, peut-être plus technique. On travaille beaucoup avec Sarah et les équipes d'éthique IA sur la garantie humaine de l'IA, par exemple, dans le champ mutualiste, avec des systèmes déjà très matures sur la lutte contre la fraude, à partir de reconnaissance d'images, de croisement documentaire. Et là, ce cas d'usage-là est tout à fait opérationnalisable, je pense, à brève portée, à brève échéance, dans le domaine des prescriptions. Alors, sur la répartition des responsabilités entre les pharmaciens et l'IA, peut-être je vais te laisser répondre sur cette question, Sarah, si ça te va. Alors, du coup, comme ça a été introduit par David, on va avoir une répartition des régimes de responsabilité qui va se faire. Mais globalement, l'idée, c'est que comme on a un produit qui est réglementé, on a un certain nombre de documents qui vont permettre de remonter justement cette chaîne de responsabilité et de déterminer si le concepteur a respecté ses obligations. Et pareil pour l'utilisateur, le pharmacien. Et donc le but, ça va être d'identifier où a été le défaut de conformité, plutôt que d'aller chercher la ligne de code qui a posé problème, puisque l'IA n'a pas la personnalité juridique, donc forcément, on se situe soit sur sur les personnes qui gravitent autour de cette solution, donc soit le concepteur, soit l'utilisateur. Et donc on va avoir un certain nombre de choses qui vont être définies contractuellement, donc le règlement ne traite pas de ce point. Donc on a la responsabilité liée à la conformité, tout ce qui est contractuel, et après la responsabilité civile, donc avec effectivement ces deux directives, où on a, donc ça va être conditionné à, comme je vous disais, aux bons usages et aux mésusages, donc là au niveau de la responsabilité du pharmacien, qui sera engagé sur le plan de ce règlement, et ensuite on a donc sur la responsabilité civile, soit cette proposition de directive qui va lier la faute potentielle au non-respect du règlement. Et donc là, on va avoir donc, le lien de causalité à prouver entre la faute et le dommage qui aurait été causé, qui aurait fait intervenir de l'IA. Et en fait, on va déterminer lequel des opérateurs n'a pas respecté ses obligations. Donc globalement, ça portera sur ça, mais la quasi-majorité de la responsabilité porte sur le concepteur. Et quand on se situe dans les mésusages, là, on se transfère vers le déployeur, donc en l'occurrence le pharmacien. Alors, est-ce qu'il y a déjà des contrôles de dermatologie en pharmacie par IA? Pas à ma connaissance, mais à partir du moment où vous voyez des pays européens comme le Portugal sont opérateurs de ce sujet via les infirmières libérales, et nous, on est pas mal sollicité aujourd'hui par les agences régionales de santé sur des régions dans lesquelles il n'y a plus de dermato en présentiel, concrètement. Je crois beaucoup au potentiel de déploiement de ce cas d'usage. Alors, sur l'intégration des solutions dans l'environnement informatique des logiciels pharma, en fait, la plupart de ces outils, sans entrer dans la technique, sont des systèmes disponibles en mode SaaS, par voie d'interface informatique, par voie d'API. Donc, il n'y a pas de réorchestration du logiciel pharma à mettre en place. Évidemment, ce ne serait pas tout à fait la même chose si vous souhaitiez appliquer de l'IA générative au dossier pharmaceutique, mais là, en l'occurrence, la question étant moins celle de l'interfaçage que du cadre de confiance. Et il se trouve que comme le dossier pharmaceutique est opéré par un acteur de souveraineté numérique en l'état qui est DocaPost sous l'égide de l'ordre des pharmaciens, il y a déjà des prérequis importants qui sont calés. Et on a, nous, avec Ethica, un vécu sur l'application de protocoles de garantie humaine sur de l'IA générative de synthèse du dossier médical.
Et on m'a dit que c'était la dernière question pour rester dans le timing. Donc, Eh ben, si c'était la dernière s'arrêter question là. pour rester dans le timing, il me reste à vous remercier avec Sarah, m'excuser à nouveau de ne pas avoir pu être avec vous à Deauville. Ça aurait vraiment été avec plaisir de te retrouver, Philippe. Merci encore à Cécile, merci à Sarah d'avoir fait le déplacement. Elle est là pour répondre à des points plus précis. Autant vous dire qu'on serait très heureux de poursuivre avec vous, avec la SFPS, la création de cet écosystème de confiance de liens en pharmacie. Merci d'avoir été à l'avant-garde de tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup.